Sud FM. Il est 22h. À l'écoute de Sen Radio, mesdames, messieurs, merci d'être fidèles au programme de Sen Radio. À Kaffrine, les populations de 17 villages privés d'électricité depuis 2015 crient le ras-le-bol. Las des promesses électorales jamais tenues, elles interpellent directement le chef de l'État et exigent le bitumage du tronçon Kaffrine-Touba Saloum avant 2022. Dans le sud du pays également, la commune de Boutoupa Kamarakunda, qui polarise 24 villages, est l'une des rares sans électricité ni eau potable. La localité perdue dans la forêt Casamance et à quelques encablures avec la Guinée-Bissau a longtemps été secouée par les conflits. L'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans pour tous les enseignants, c'est ce que préconise le syndicat autonome pour le développement de la formation. 5 années supplémentaires pour compléter leur cotisation sociale et corriger les impairs et préjudices causés par les lenteurs administratives. Les concertations pour créer les conditions d'une réconciliation se poursuivent au Burkina. Le ministre en charge de cette question a échangé ce jeudi avec les victimes de plusieurs événements politiques. À suivre également le journal de la santé pour compléter ce journal mis en onde par Alassane Wade. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. Grincement dedans des populations de 17 villages des communes de Ndionik, Mbabo et de Kachot dans la région de Kaffrine. Depuis 2015, sur 17 villages, un seul est électrifié, c'est celui de Soto. Les routes Kaffrine, Touba Saloum, Darussalam, Santiwanar sont impraticables. Ces populations de ces 17 villages rappellent au chef de l'État ses promesses électorales des populations qui ont organisé un rassemblement pacifique pour manifester leur amertume. Voici Abdoulaye Wilane, habitant à Guintougoui, porte-parole de ces 17 villages de Kaffrine au micro de Mamadou Kamara. La route là, le tronçon de Kaffrine à Touba Saloum. Il faut dire que la partie entre Nioro et Touba Saloum a été déjà faite. Mais le tronçon qui reste, c'est maintenant Kaffrine et Touba Saloum. Donc c'est ce tronçon là qu'on veut que le gouvernement nous aide parce que nous sommes des citoyens et nous participons à toutes les activités. Nous voulons que ce tronçon là soit fait avant 2022. C'est ce que nous voulons. Il y a un problème aussi d'électricité. Donc on parle d'électrification rurale. Mais nous, on ne se sent pas concernés parce qu'il n'y a aucun village qui comporte au moins 17 villages qui sont sur ces routes-là. Aucun village n'est électrifié. On veut que tous ces villages-là soient électrifiés. Parce que si on veut vraiment un développement, il faut aussi qu'il y ait de l'électricité et que les tronçons aussi soient bien faits pour que les gens aillent faire leurs besoins comme ils le veulent. Les difficultés de traverser, c'est la mauvaise route. Et vous voyez que c'est une piste de latérite. Et que cette piste de latérite, vraiment, dans le Sénégal, on devait dépasser ça, en ce qui me concerne, ce que je pense. On devait les dépasser. On doit faire des routes goudronnées. On doit faire vraiment des routes goudronnées, surtout en hivernage. Que l'année passée, il y a eu 2 ânes qui étaient morts ici, plus 2 autres personnes aussi qui ont été sauvées par les sapeurs-pompiers. Il y a d'autres mots qu'on peut souligner, mais particulièrement aujourd'hui, c'est ces 2 mots-là que nous allons souligner. Nous demandons à l'État de nous faire le tronçon Kaffrine, Touba Saloum et de nous électrifier tous les villages qui sont sur ce route-là. En tout cas, nous ne nous sentons pas concernés par l'électrification rurale. Il y a le maire. Parce qu'on élit des gens qui ne sont pas à la hauteur. Donc ces gens-là, si vous les élisez, le travail qu'ils doivent faire normalement, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc nos populations aussi, de la commune de Kachot et de tous ceux qui sont sur ces routes-là, doivent veiller à ça pour comprendre des dirigeants qui font le bon travail. Les différentes communes-là, c'est la commune de Kachot, la commune de Mabo, la commune de Ndionik. Boutoupa Kamarakunda, une localité du sud du pays oubliée par le train du développement, une commune avec ses 24 villages sans électricité, sans eau potable, qui efface difficilement les stigmates du conflit. Meurtrie par le conflit en Casamance, Boutoupa est l'une des rares communes encore plongées dans le noir. Notre correspondant Ignace Ndeye y a fait un tour reportage. Cette commune qui compte 24 villages est l'une des rares qui ne bénéficie pas encore d'électricité. Boutoupa Kamarakunda et sa commune restent toujours plongées dans le noir. Un passif que s'explique d'ailleurs difficilement les populations de cette commune de Boutoupa Kamarakunda. Un vrai cauchemar pour le maire Malanga Sama. Oui, effectivement, il y a un grand problème d'électricité dans la commune de Boutoupa Kamarakunda. Nous sommes l'une des très rares communes du Sénégal à n'avoir aucun village électrifié. Boutoupa Kamarakunda compte 24 villages, mais aucun village n'est électrifié. Ça pose problème, c'est le souci du maire. C'est également le souci de ces populations de Boutoupa Kamarakunda où le processus de retour des populations déplacées est pourtant enclenché. Aujourd'hui, ces populations de Boutoupa ne cachent pas leur frustration, n'est-ce pas, monsieur le maire? C'est pourquoi la population, n'est-ce pas, se sent frustrée. La population de Boutoupa se sent très frustrée.
et se posent la question, est-ce que nous sommes des Sénégalais ou bien nous sommes de notre pays? Alors vraiment cette situation ne les plaît pas du tout. Ils auraient souhaité être traités au même titre, au même pied d'égalité que les autres communes, disposer d'électricité pour faire fonctionner les machines. Boutoupa Kamarakounda et ses populations encore dans le tunnel du noir. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer cette situation d'une commune sans électricité? Bon, nous-mêmes, on ne sait pas. La situation sécuritaire? Bon, on peut penser peut-être à son temps, c'était la situation sécuritaire. Si on nous avance ça comme explication, on aurait cru. Mais aujourd'hui, cette situation sécuritaire est derrière nous. Il y a une paix ici, nulle part ailleurs. Donc aujourd'hui, on ne peut plus avancer le motif d'insécurité. C'est réglé, il n'y en a plus. Perdu dans la forêt casamançaise et à quelques encablures de la frontière avec la Guinée-Bissau, Boutoupa Kamarakounda et ses populations qui tentent pourtant d'effacer les stigmates du conflit se heurtent à un manque d'électricité, combiné à un manque d'eau potable, mais également des difficultés d'accès avec de mauvaises pistes. La commune et ses villages scrutent encore l'horizon pour sortir de la torpeur économique. De retour de Boutoupa Kamarakounda, Ignace Ndeye pour la radio Sud FM. Boutoupa Kamarakounda peut néanmoins se réjouir d'avoir retrouvé la sécurité avec un fort vent de paix qui souffle dans la zone. La localité qui a longtemps souffert de l'insécurité retrouve une situation de sécurité. Le maire de cette commune, Malang Gassama, rassure au micro de Ignace Ndeye. Malang Gassama, qui est le maire de Batapakunda, une commune qui peut néanmoins se réjouir d'avoir retrouvé la sécurité après un fort vent de paix qui souffle dans la zone. La localité qui a longtemps souffert de l'insécurité retrouve une situation de sécurité. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le financement des projets d'autonomisation des femmes dans le secteur des mines du pétrole et du gaz au Sénégal a fait l'objet d'une table ronde organisée par One Woman in Women Sénégal. A été présidé par le ministre des Mines et de la Géologie, l'ITIE, et le partenaire Projet Voix et Leadership féminin au Sénégal. Écoutons Aïda Diop Ndiaye, présidente de WIM Sénégal, au micro de Birama Ndiaye. Nous sommes toujours au courant du mois de mars, qui est le mois qui est dédié à la promotion des droits de la femme. Et WIM Sénégal a saisi cette opportunité pour mener en fait des activités autour du thème le financement des projets d'autonomisation des femmes dans le secteur des mines, du pétrole et du gaz au Sénégal. D'abord, il faut savoir que le secteur des mines, pétrole et gaz polarise environ 4 catégories de femmes, à savoir les femmes qui sont employées au niveau des entreprises, tout comme l'administration, les femmes entrepreneurs, les femmes qui sont au niveau des communautés hautes qui abritent les opérations minières, pétrolières et gazières, sans oublier la couche, par exemple, la plus jeune, qui sont les étudiantes et les jeunes filles qui sont toujours en éducation. Donc, pour chaque catégorie de femmes et pour chaque, par exemple, région spécifique, il y a une problématique, par exemple, spécifique. L'aspect, le contenu local, qui devait être aujourd'hui le train qui devait conduire le développement de nos différentes localités, mais et surtout le Sénégal de manière générale. Aujourd'hui, nous sommes en pleine actualité par rapport à l'important taux de chômage des jeunes. Nous parlons, par exemple, d'autonomisation. Le président de la République, lors du Conseil des ministres du 23 janvier, avait donné des recommandations fortes allant dans le sens de pouvoir mettre en œuvre des dispositifs d'encadrement pour que l'autonomisation des femmes soit effective et que leur accès aux instances de prise de décision, que ça soit au niveau local mais aussi national, puisse être effectif. Donc tout ceci regroupé sont aujourd'hui par exemple les raisons de la tenue de cette table ronde qui était l'occasion pour WIM Sénégal de montrer les réalisations qu'il a eu à dérouler sur le terrain, des réalisations qui sont basées sur des études, des réalisations qui sont faites de manière participative avec les communautés locales, de manière participative avec les acteurs du secteur, mais également les leaders locaux et coutumiers. Le syndicat autonome pour le développement de la formation SADEF exige le report de l'âge de la retraite pour les enseignants à 65 ans pour corriger les désagréments des lenteurs administratives. En tournée dans la région de Matam, le secrétaire général a révélé les maux du système éducatif régional qui ont pour nom déficit d'enseignants et manque de table-banc. Abdourahmane Diène. Le SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation, est en tournée dans la région de Matam. 2 points ont cristallisé son attention. Il faut dire
que le système éducatif, sa gestion dans l'académie de Matam est confrontée à deux grands problèmes majeurs. Le manque de tablement, mais également le manque d'enseignants. Mbaye Sarr, le secrétaire général national, préconise l'octroi d'indemnités d'éloignement pour endiguer les vagues de départ qui gangrènent le système éducatif régional. Notre organisation propose comme solution alternative l'allocation d'une indemnité spéciale d'éloignement pour les enseignants qui servent dans les régions périphériques éloignées telles que Matam. Au-delà du déficit en ressources humaines, le SADEF a constaté que les tables-bancs faisaient cruellement défaut dans beaucoup d'établissements. En ce qui concerne les tables-bancs, ça a été ahurissant ce que nous avons trouvé à Matam avec un déficit criard de tables-bancs. Les établissements ont un problème terrible en tables-bancs. Les élèves s'entassent dans des salles de classe comme c'est pas possible. C'est extraordinaire. Après le rappel des troupes, le SADEF annonce déjà la prochaine lutte qui sera axée sur l'allongement de l'âge de la retraite des enseignants. Cette année, nous comptons mener une lutte pour exiger l'allongement de l'âge de la retraite de tous les enseignants à 65 ans. Pour la bonne et simple raison que les enseignants subissent un préjudice énorme à cause de lenteurs et lourdeurs administratives qui ne cessent de plomber leur carrière. Des enseignants peuvent rester pendant 5-10 ans sans avancer. En ce qui concerne leur retraite, il fallait augmenter 5 autres années supplémentaires leur permettant de compléter leur cotisation sociale. Avec un discours accrocheur, le SADEF a vu ses rangs grossir massivement dans la zone nord avant la prochaine étape de Saint-Louis. Matam Abdourahmane Diène pour Sud FM. Le nouveau site de l'Institut supérieur pour la formation professionnelle ISEP flambant neuf attend incessamment son inauguration par le chef de l'État Macky Sall. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, s'est rendu sur les lieux ce jeudi. Babacar Sow nous présente ce nouveau joyau. Le site définitif de l'ISEP, Institut supérieur d'enseignement professionnel, n'attend que son inauguration. Érigé à Diassap sur une superficie de 15 hectares, l'Institut a reçu ce jeudi le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, constitué de 9 bâtiments, 23 bureaux, un réfectoire, un espace prière, des salles de conférence dans le bloc administratif. L'ISEP dispose aussi d'un bloc pédagogique constitué de 24 salles de cours, 4 bureaux, 2 magasins de stockage. Dans ce site, il y a aussi une médiathèque constituée d'un studio radiophonique, studio télévision pédagogique et un studio d'enregistrement et de la production audiovisuelle. Dans ce site, il y a aussi un centre d'application pratique informatique. Ce nouveau site dispose d'un auditorium, amphithéâtre, 10 bureaux et un centre d'excellence en entrepreneuriat jeunesse, un centre d'application en transport logistique avec aussi un secteur hôtelier, application pratique et loisirs, entre autres. Un site qui renferme aussi un espace multisport. Le nouveau site de l'ISEP dispose également d'un centre d'application pratique agricole, une ferme pédagogique agricole de 3 hectares à Diassap, 33 hectares à Noto-Diobass, une étable pédagogique, 3 poulaillers de 1500 sujets chacun, poulets de chair, poulets de pondeuse, volailles de compagnie équipées de couveuses. Un centre qui dispose aussi d'un service médical, salle d'hospitalisation pour les apprenants, 2 cabines pour le personnel, un laboratoire, une pharmacie, une salle de soins, un secrétariat et un bloc sanitaire. L'ISEP, Institut supérieur d'enseignement professionnel, un institut qui attend incessamment l'arrivée du chef de l'État Macky Sall pour son inauguration. Babacar Sow depuis Thiès pour Sud FM. Babacar Sow, le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Omar Anne, était sur le nouveau site de l'Institut supérieur pour la formation professionnelle ISEP sur les difficultés de fonctionnement relatifs au transport, la restauration, les bourses, entre autres. Le ministre promet d'apporter des solutions. On l'écoute avec Babacar Sow. Et c'est important parce que vous faites partie des premières promotions, ou bien même, j'allais dire, la promotion de la maturation. Parce que cette année, l'ISEP de Thiès, comme les autres ISEP, nous ont permis de mettre en œuvre une des décisions de son Excellence Monsieur le Président de la République en s'adaptant très rapidement. Et ça, c'est important. Parce que quand une structure est capable de s'adapter pour répondre aux attentes des populations, et l'ISEP nous ont permis cette année, en acceptant des entrants par concours, d'accepter aussi des entrants orientés par le campus 7. Ça montre aussi que le projet est pertinent. Le coût d'un étudiant de l'ISEP est le même que le coût d'un étudiant de nos universités. Il faut donc ici, si on renforce l'encadrement académique ici, en étant proche des étudiants, beaucoup plus proche des étudiants, il faudra quand même faire des efforts. Ce que vous avez constaté, nous l'avons constaté. Considérons qu'il y a des efforts à faire. Ces efforts, nous les ferons. Nous vous accompagnerons, nous l'avons toujours fait, nous avons accompagné. Je disais tout à l'heure, et c'est une requête des sortants de l'ISEP, c'est une requête d'être accompagnés pour accéder à l'emploi. Ça, c'est important. Si nous ne parvenons pas à insérer nos diplômés des ISEP automatiquement dans le tissu de production, je pense que nous aurons failli à notre mission.
Ce qui fait que, et en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai dit que je ne ferai pas de discours. On va aller vers une inauguration. L'inauguration, monsieur le président de la République s'adressera à la communauté, parlera, mais il viendra avec des propositions concrètes dans ce sens-là. Je vous ai entendu quand vous réclamez des conditions d'études de meilleure qualité. Vous voulez transporter dans de bonnes conditions. Vous voulez vous restaurer. Je pense que c'est un minimum qu'il faudra remettre. Vous avez fait des propositions. La proposition qui consiste à octroyer une bourse entière à tous les apprenants. Nous les évaluerons avec votre élection, nous les évaluerons avec vos représentants et nous vous proposerons des solutions lors de l'inauguration avec le monsieur le président de la République. À 22h passées de 16 minutes, nous parlons politique avec le leader du PASTEF qui a été reçu par son ex-coalition Jotna, occasion saisie par le président qui réitère la constance de sa coalition pour la sauvegarde de l'état de droit et de la démocratie. Dr Abdoulaye Niane ajoute que plus jamais au gouvernement de liquider des adversaires politiques, ce qui peut fragiliser nos institutions. Il appelle à la consolidation de l'opposition pour faire face. Dr Abdoulaye Niane, président de la coalition Jotna, a lu le message de sa coalition au micro de Adam Ndione. Les raisons principales de cette rencontre sont d'abord liées au maintien du contexte de décrispation dans lequel la coalition souscrit entièrement et travaille à la matérialisation effective. La coalition Jotna est dans tous les cadres qui luttent pour le rétablissement des acquis démocratiques, acquis de haute lutte. Elle adopte aussi une position de veille permanente par rapport au respect des principes de l'état de droit et des libertés individuelles de tous les citoyens. Les raisons sont enfin liées aux initiatives visant à renforcer l'opposition à sa plus grande expression. Depuis l'éclatement de cette machination politique, les leaders de cette coalition n'ont cessé de montrer leur soutien au président du PASTEF. Soucieux de nos droits et libertés, nous avons également participé à la marche pacifique du 8 mars. Notre coalition a toujours été constante dans sa position de lutte tendant au bon fonctionnement de l'état de droit, de la sauvegarde de la démocratie et la liberté des uns et des autres. Il est à cet effet évident que la préservation des acquis démocratiques, la séparation des pouvoirs et la réhabilitation des bonnes pratiques ont toujours été le sceau de notre combat. Nous interpellons en même temps l'impératif du respect strict des droits des protagonistes à défaut d'une médiation judiciaire ou toute autre forme de résolution de l'affaire dans le but de la décrispation de la crise et le retour à une paix effective. Et dorénavant, il ne sera plus question de cautionner un quelconque stratagème dont l'objet sera la liquidation d'un adversaire politique. Car de telles pratiques, au-delà de pouvoir générer des situations de crise comme on l'a vécu, écornent l'image du pays et fragilisent nos institutions. Dans un état de droit, l'équilibre entre les pouvoirs institutionnels constitue le mécanisme de frein et contrepoids contre les dérives comme celles que nous constatons depuis 2012 et qui se sont accentuées depuis 2017. La coalition Jotna continue donc de travailler dans une perspective d'un regroupement et d'une consolidation de l'opposition, d'où notre ancrage au sein du Front de résistance nationale dans un cadre d'unité d'action et d'opposition. L'opposition se doit de rester forte et soudée. La rencontre d'aujourd'hui va donc dans le bon sens. Ousmane Sonko a d'abord remercié la coalition Jotna pour son accompagnement dans cette épreuve. Pour le leader du PASTEF, c'est un événement malheureux qui a créé un déclic qui a réveillé le peuple sénégalais à surpasser toute considération politique. Un rapport de force est né à la faveur de l'opposition. Ousmane Sonko appelle toutes les forces vives de la nation à saisir l'occasion pour changer le pays. On l'écoute avec Adam Ndione. La coalition Jotna, c'est notre coalition. Nous y avons pris une part active. Nous avons cheminé ensemble bien avant son appellation coalition Jotna d'ailleurs. Nous avons été pour l'essentiel ensemble pour l'élection présidentielle de 2019. Nous sommes venus principalement pour vous formuler des remerciements très profonds et très sincères parce que la coalition Jotna a été parmi les plus réactives lorsque cette affaire s'est déclenchée. Ce soutien, nous l'avons senti durant tout le temps passé, en tout cas les 4 ou 5 dernières semaines. Cette affaire, Dieu a voulu que ça se passe comme ça et que ça concerne Ousmane Sonko. Mais ça a été un déclic extrêmement important dans ce pays pour réveiller tout le peuple sénégalais. Au-delà des clivages politiques, des appartenances, toutes les appartenances réunies, ça a été le déclic que nous attendions depuis longtemps. Parce que depuis 9 ans, nous avons tous eu des difficultés, nous de l'opposition, à mobiliser les Sénégalais autour des combats de principe. Que ce soit sur le fichier électoral, le parrainage, la gestion des ressources naturelles, la liquidation d'autres adversaires politiques. Il y a eu beaucoup de choses quand même qui sont passées. On a toujours eu du mal fou, en tout cas à mobiliser les Sénégalais autour de ces combats. On ne s'en glorifie pas. J'aurais bien souhaité que cette parenthèse n'existe jamais, mais je considère que, comme dit le proverbe, les desseins du Seigneur sont insondables. Je considère qu'à quelque chose malheur est bon et que cette affaire nous a
permis de créer ce déclic qu'on attendait, au point de sentir nous tous que le rapport de force est inversé. Et c'est salutaire en ce sens. C'est pourquoi c'est pas le moment de se relâcher. Nous devons tous embrayer sur cette question-là, nous donner la main. Tous ceux qui veulent faire vraiment de l'opposition dans ce pays, elle n'est pas seulement politique, c'est-à-dire elle n'est pas seulement sous la forme des partis politiques. Ce qui s'est passé, on a vu le réveil des mouvements citoyens également. Donc toutes les forces vives de la nation qui sont politiques, mais qui ne sont pas forcément sous la forme d'un parti politique, doivent saisir cette occasion. Sud International. La concertation pour créer les conditions d'une réconciliation se poursuit au Burkina. Le ministre en charge de cette question a échangé ce jeudi avec les victimes de plusieurs événements politiques. Pour les victimes, l'amélioration de leurs conditions de vie doit précéder tout processus de réconciliation. Suivons quelques réactions dans ce reportage signé Mathieu Somda à Ouagadougou. Sur la table du ministre en charge de la réconciliation, les victimes de plusieurs événements politiques au Burkina. D'une victime à une autre, les perceptions de la réconciliation diffèrent. Oussini Johan est l'un des blessés du coup d'État manqué de 2015 au Burkina. Disons qu'il faut d'abord qu'on situe les responsabilités et nous sommes regardants. Voilà, il ne faut pas faire, comme le dit, une réconciliation mouta-mouta qui va nous rattraper. Prosper Zagré, un certain 12 décembre 2000, expérimentait le statut de sans domicile fixe. Sa maison a été incendiée par des manifestants. Nous, ça fait pratiquement 21 ans qu'on attend. Nos parents sont en train de décéder. C'est dans ce cadre que je suis venu pour proposer ce schéma à monsieur le ministre, qu'on puisse d'abord dédommager les gens, afin que les gens soient dans les conditions pour discuter de la réconciliation. Réparation et justice, c'est tout le souhait de Rémi Vagda, un ancien employé des chemins de fer. Parce que les cheminots, on a cotisé en Côte d'Ivoire comme on a cotisé ici, mais les cotisations d'ici, ce n'est que pour 6 ans. Tout le reste, c'est en Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, il y a des petits problèmes pour ceux qui n'ont pas eu à faire 10 ans dans la société là-bas. Le gouvernement, à travers cette rencontre, veut créer les conditions pour tendre vers une stratégie consensuelle pour la réconciliation nationale. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Restons à Ouagadougou où un chemin de fer pour renforcer l'intégration des peuples burkinabés et ghanéens est discuté à Ouagadougou, toujours par les ministres en charge des transports des deux pays. Le projet d'interconnexion débute en principe l'année prochaine. En Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel a validé ce jeudi la victoire définitive du parti au pouvoir au législatif du 6 mars et annoncé la reprise du scrutin dans 4 circonscriptions. Le parti au pouvoir, le Rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti au pouvoir, a remporté la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 137 sièges sur 254 contre 91 au parti d'opposition, selon les résultats provisoires proclamés le 9 mars suite aux contestations dont le Conseil constitutionnel a été saisi dans le cadre du contentieux électoral. Les résultats des élections ont été annulés dans 4 circonscriptions électorales sans pour autant influencer la majorité du RHDP. Le laboratoire suédois-britannique AstraZeneca doit rattraper ses importants retards de livraison de son vaccin anti-Covid au 27 avant d'exporter hors de l'Union européenne des doses qui y sont produites. C'est ce qu'a averti ce jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen à l'issue d'un sommet en visioconférence. Le mécanisme de contrôle des exportations de vaccins durci hier par Bruxelles vise notamment à ce que les entreprises honorent leurs contrats avec l'Union européenne avant d'exporter ailleurs dans le monde, a souligné la chef de l'exécutif européen. AstraZeneca, qui n'a livré aux Européens que 30 des 120 millions de doses promises au premier trimestre, doit rattraper son retard avant de pouvoir exporter à nouveau. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue Santé bucco-dentaire. Les chirurgiens dentistes de Kaolack ont célébré leur journée mardi. L'école élémentaire SOS de Kaolack a été choisie pour faire une leçon de vie aux enfants sur les techniques de brossage des dents. L'objectif visé est d'en faire des relais auprès de la population pour une meilleure sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière de santé bucco-dentaire à Ouatchao. L'école élémentaire SOS de Kaolack a été choisie par la cellule régionale de l'Association nationale des chirurgiens dentistes du Sénégal
pour célébrer la journée mondiale de la santé bucco-dentaire décalée ce mardi. Et pendant plusieurs minutes, les élèves ont droit à une leçon de vie sur les techniques de brossage des dents. Le choix porté sur une école élémentaire est loin d'être fortuit parce que selon une étude réalisée au niveau national, 60% des enfants présentent des problèmes de santé bucco-dentaire et cela impacte sur leur scolarité. Docteur Ndeye Mati Cissé, porte-parole du jour. D'après les études qu'on a fait, presque 60% des enfants au Sénégal, ils ont des problèmes de caries ou bien des maladies bucco-dentaires. Et tous ces problèmes-là, ça nous amène à des heures perdues à l'école, à des heures perdues au travail par leurs parents. Et aussi, les enfants perdent plus de dents avant l'âge adulte. Et là, ça va créer d'autres problèmes ultérieurs. C'est pourquoi on voulait insister au niveau des enfants pour qu'ils adoptent une bonne hygiène bucco-dentaire pour maintenir plus longtemps leurs dents en bouche. Une leçon de vie qu'on a opté à faire aujourd'hui au niveau de l'école SOS pour présenter aux enfants comment se brosser les dents et pourquoi on doit avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Les causes de ces problèmes bucco-dentaires chez les enfants sont souvent liées à une alimentation trop sucrée et une mauvaise hygiène buccale. Docteur Ndeye Mati Cissé, Dixit. Avec l'enfant, on dit de diminuer les sucreries d'abord et les aliments collants. Parce que l'enfant, s'il mange quelque chose qui est collant en sucre et il ne se brosse pas les dents 6 heures de temps après, il y a les microbes qui sont en bouche, ça peut se transformer à des microbes pathogènes. Et là, il va avoir des sécrétions. Certaines sécrétions, si c'est des enzymes, ça attaque la gencive. Maintenant, si c'est des sécrétions acides, ça peut créer des caries dentaires. En prenant pour cible les enfants, les chirurgiens dentistes de Kaolack veulent en faire des relais auprès des familles pour mieux véhiculer les messages sur les bonnes pratiques en matière de santé bucco-dentaire. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. À Kaffrine, les populations de 17 villages privés d'électricité depuis 2015 crient leur ras-le-bol. À l'as des promesses électorales jamais tenues, elles interpellent directement le chef de l'État et exigent le bitumage du tronçon Kaffrine-Touba-Saloum avant 2022. Dans le sud du pays également, la commune de Boutoupa Kamarakunda qui polarise 24 villages est l'une des rares sans électricité ni eau potable. La localité perdue dans la forêt casamançaise et à quelques encablures avec la Guinée-Bissau a longtemps été secouée par les conflits. L'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans pour tous les enseignants, c'est ce que préconise le syndicat autonome pour le développement de la formation. 5 années supplémentaires pour compléter leur cotisation sociale et corriger les impairs et préjudices causés par les lenteurs administratives. Les concertations pour créer les conditions d'une réconciliation se poursuivent au Burkina. Le ministre en charge de cette question a échangé ce jeudi avec les victimes de plusieurs événements politiques. Info Santé a complété cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Nutrition qui sera suivie de votre émission religieuse Al Bidaya.